Lorsque le soleil disparaît, l'obscurité s'étend comme une couverture sur l'immensité gelée. Le vent souffle violemment sur la steppe gelée et l'océan, transformé en désert blanc, se tait. Du sang tache la neige blanche, rappelant avec force que, dans ce royaume de glace, la lutte pour la vie ne cesse jamais. Le monde entre dans un sommeil hivernal. Tout est prêt pour l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire de la faune sauvage. Dans cette région reculée, proche des confins de la planète, le froid n'est pas seulement une condition, c'est une loi. Les températures peuvent descendre en dessous de moins 60 degrés et le soleil peut être absent pendant des mois. Ici, pas de place à l'erreur. La météo est le plus grand adversaire et en même temps le juge ultime de l'existence. La vie s'adapte ou disparaît. Chaque jour est une épreuve. Chaque aube marque une nouvelle lutte pour la survie. Rien n'est simple. Le terrain est inhospitalier, les tempêtes implacables et les ressources rares. Et pourtant, dans ce coin oublié, la nature poursuit son cours avec une force indomptable. Migration, déplacements et conflits se déroulent sous un ciel pâle et sur une terre gelée de plus de 14 millions de kilomètres carrés. Un continent sans population permanente, dont 98% de la surface est recouverte de glace. Dans les profondeurs de l'océan ou dans l'immensité des glaces, des êtres silencieux résistent, se cachent, chassent, fuient, s'adaptent. Ici, où l'hiver n'est pas seulement une saison, mais un souverain absolu, chaque forme d'existence démontre sa force ancestrale. Bienvenue dans l'Antarctique sauvage, où la survie est une bataille constante et où le froid règne sur un monde intact et brutal. Sous la surface de l'eau, une silhouette imposante se déplace avec précision. C'est une orque majestueuse qui peut atteindre plus de 8 mètres de long et peser plus de 5 tonnes. C'est le prédateur le plus redoutable de l'océan austral. Elle n'est pas seule. Elle fait partie d'un groupe, une meute qui peut compter plus de 40 individus. Ces groupes suivent une structure matrilinéaire. Ce sont les femmes adultes, surtout les plus âgées, qui prennent les décisions les plus importantes. Il ne s'agit pas d'une rencontre informelle, mais d'une unité sociale forte, construite sur les fondements des liens familiaux, d'une coopération constante et d'un apprentissage partagé qui se transmet de génération en génération. Dès le premier instant de sa vie, un bébé orque commence à reconnaître la voix unique de sa mère, la différenciant parmi des dizaines de sons sous-marins. Il nage toujours à ses côtés, synchronisant le rythme de son corps avec le sien, apprenant à bouger, à respirer, à être présent. Petit à petit, elle commence également à identifier les clics avec lesquels les adultes communiquent en observant attentivement comment ils répondent aux appels de la matriarche. Parfois, au milieu du groupe, les jeunes se contentent d'écouter en silence. D'autres fois, ils tentent d'imiter les sons, créant un babillage sous-marin qui suscite des réponses douces, presque tendres, de la part de leurs proches. Leur monde se construit autour de ce langage commun. Ils apprennent, petit à petit, ce que signifie faire partie d'une communauté. C'est un mode de vie façonné par l'intelligence, la mémoire collective et la capacité d'adaptation, affiné au cours de milliers d'années dans les profondeurs de l'océan. Ces groupes suivent une structure matrilinéaire. Ce sont les femmes adultes, surtout les plus âgées, qui prennent les décisions les plus importantes. Il ne s'agit pas d'une rencontre informelle, mais d'une unité sociale forte, construite sur les fondements des liens familiaux, d'une coopération constante et d'un apprentissage partagé qui se transmet de génération en génération. Dès le premier instant de sa vie, un bébé orque commence à reconnaître la voix unique de sa mère, la différenciant parmi des dizaines de sons sous-marins. Il nage toujours à ses côtés, synchronisant le rythme de son corps avec le sien, apprenant à bouger, à respirer, à être présent. Petit à petit, elle commence également à identifier les clics avec lesquels les adultes communiquent en observant attentivement comment ils répondent aux appels de la matriarche. Parfois, au milieu du groupe, les jeunes se contentent d'écouter en silence. D'autres fois, ils tentent d'imiter les sons, créant un babillage sous-marin qui suscite des réponses douces, presque tendres, de la part de leurs proches. Leur monde se construit autour de ce langage commun. Ils apprennent, petit à petit, ce que signifie faire partie d'une communauté.
C'est un mode de vie façonné par l'intelligence, la mémoire collective et la capacité d'adaptation affinée au cours de milliers d'années dans les profondeurs de l'océan. Dans l'une des tactiques les plus choquantes du règne animal, les orques se transforment en stratèges impitoyables. Elles identifient la mère et son petit et commencent le siège. Ils n'attaquent pas immédiatement. Au lieu de cela, ils la traquent à tour de rôle, nageant en rond, coupant les voies de fuite et la forçant à dépenser de l'énergie. Le but est de séparer le petit de sa mère. Lorsqu'ils y parviennent, le groupe réagit rapidement. Tandis que certains l'occupent, d'autres se placent entre la mère et son petit, les éloignant toujours plus. La scène peut durer des heures. Au final, si la stratégie réussit, le baleineau se retrouve isolé et vulnérable. La mer devient rouge, ce n'est pas de la cruauté, c'est une question de survie. Et chaque membre de la meute reçoit sa part, comme dans un rituel parfaitement orchestré. Parfois, la cible se trouve au plus profond de l'océan. Les orques qui peuplent ces eaux australes le savent bien. Ils ont développé une affection particulière pour la légine noire, un poisson qui peut atteindre 2 mètres de long et qui vit à plus de 700 mètres sous la surface, où la pression et le froid extrême sont mortels pour la plupart des espèces. Atteindre ces profondeurs sombres et glacées exige une capacité pulmonaire exceptionnelle, mais ces orques y parviennent. Elles plongent comme des projectiles silencieux, retenant leur souffle pendant plus de 15 minutes. Lors de l'immersion, leur rythme cardiaque chute considérablement, une adaptation qui leur permet de résister à la pression abyssale et de conserver l'oxygène. Ils atteignent leur proie dans le silence des profondeurs, puis ressortent avec elle entre leurs dents. Mais ils ne mangent pas tout de suite. Ils nagent jusqu'aux couches les moins profondes, près de la fine couche de glace où les petits attendent avec impatience. C'est là que commence le véritable rituel. Ils partagent la nourriture. Ils enseignent, nourrissent et assurent la continuité de leur lignée. Une mère orque fait lentement surface, tenant une légine entre ses dents. À côté d'elle, son baleineau tourne nerveusement. D'un mouvement délicat, la mère lâche une proie juste devant elle. La petite orque hésite. C'est son premier contact avec la viande. Elle la sent, la touche du museau, enfin, elle la mord. Elle ne sait pas quoi faire. Elle regarde sa mère. Elle ne la bouscule pas. Elle observe, patiemment. Après quelques secondes, le bébé avale le morceau et émet un son aigu, presque joyeux. Il a fait son premier pas vers l'indépendance alimentaire. Dans le monde des orques, les baleineaux ne sont jamais seuls. Ils sont le trésor du groupe, le centre de toute l'attention et de tous les efforts collectifs. À la naissance, ils font déjà forte impression. Ils pèsent plus de 180 kg et atteignent 2 mètres de long. Dès leur première respiration dans l'eau glacée, entourés du corps chaud et protecteur de leurs congénères, leur apprentissage commence. Ici, pas de salle de classe ni de tableau noir, juste l'immensité de l'océan en toile de fond. Guidés par leur mère, ils apprennent à nager, à utiliser l'écholocation pour explorer leur environnement, à identifier leurs proies et à les différencier du paysage sonore marin. L'éducation va de pair avec le jeu, sauts maladroits, virages inattendus, poursuites amicales et morsures douces qui renforcent les liens et les préparent à l'avenir. Un bébé de quelques mois découvre une algue flottant près de la surface. Il la poursuit avec l'intensité de quelqu'un qui poursuit un être vivant. Il l'encercle, bondit dessus, la traîne sur quelques mètres, puis la lâche. Elle le répète encore et encore, comme si chaque tentative était une répétition. Sa mère l'observe patiemment. Autour d'elle, d'autres bébés jouent aussi. Certains avec des glaçons, d'autres avec des petits poissons ou des branches marines. Ce qui paraît être un simple divertissement est en réalité un entraînement. Chaque virage maladroit, chaque mouvement ludique est une future stratégie de chasse en devenir. L'un des moments les plus émouvants se produit lorsque les baleineaux commencent à pratiquer de véritables techniques de chasse sous l'œil attentif des adultes. Une mère orque, patiente et vigilante, guide sa petite fille nouveau-née vers un petit banc de poissons. Ce n'est ni une menace, ni une proie difficile, c'est une leçon. Il ne s'agit pas d'attraper, mais plutôt d'apprendre à attendre, à savoir quand agir.
La mer émet de douces impulsions sonores, presque comme des murmures sous-marins. Le bébé écoute, tente d'imiter les clics, mais ses sons restent maladroits, confus. Pourtant, il bondit, poussé par l'excitation, par le besoin d'imiter, de tester, de grandir. Sa première tentative échoue, les poissons se dispersent comme de la fumée sous l'eau. La mer ne la corrige pas brutalement. Au contraire, elle la guide à nouveau. Elle répète les mouvements. Une seconde chance. Cette fois, le baleineau parvient à en isoler un, l'encercle, bondit et l'attrape par la queue. Il ne le tue pas, il joue avec lui. La mer observe. Puis, ensemble, ils émergent à la surface. Ce jeu n'est pas inutile, c'est un entraînement. Ils apprennent à calculer les distances, à coordonner leurs impulsions, à utiliser l'écholocation non seulement pour s'orienter, mais aussi pour chasser. Les plus jeunes répètent ces exercices encore et encore, jusqu'à ce que leurs mouvements deviennent aussi précis que ceux des adultes. Et lorsqu'ils participent enfin à une chasse royale, ils le font avec fierté. Le groupe les accueille par des cris de joie. Ils ont franchi une étape vers l'âge adulte. Mais tout n'est pas que tendresse et éducation. La vie d'une orque est un voyage constant. Certaines populations migrent sur des milliers de kilomètres, des eaux glacées du continent blanc vers des zones plus tempérées, en quête de nourriture et de repos. Des voyages de plus de 9000 km ont été recensés entre l'Antarctique et le Pacifique Sud. Le voyage peut durer plus de 20 jours, un voyage éternel qui ne se termine que par la mort. Durant cette période, le groupe ne se disperse jamais. Les orques restent en contact grâce à des systèmes sonores complexes. Chaque meute possède son propre dialecte, composé de motifs acoustiques uniques qui permettent d'identifier les membres du groupe. Ces messages codés voyagent dans l'eau comme des échos anciens, maintenant l'unité et l'ordre. Dans la société orque, les chefs sont souvent des femmes âgées. Nombre d'entre elles ont plus de 60 ans et constituent une source d'expérience vitale pour la survie du groupe. Ils sont les gardiens du savoir collectif. Ils savent exactement où se trouvent les meilleures zones de chasse, quels sont les dangers de chaque cours d'eau et quand il est temps d'avancer ou de s'arrêter. Leurs décisions sauvent des vies. Certains d'entre eux ont été observés par des scientifiques dans le détroit de Gerlache et, des mois plus tard, sur la côte de McMurdo, sont voyageurs infatigables. Ils portent dans leurs cicatrices les itinéraires d'une carte qui n'est pas écrite, mais qui se transmet de génération en génération. Dans les eaux froides et profondes de l'océan, les orques ne parviennent pas seulement à survivre, elles dominent leur environnement. Ils se sont hissés au sommet de la chaîne alimentaire grâce à leur capacité à travailler en groupe, à leur mémoire et à une intelligence que de nombreux scientifiques comparent à celle des grands primates. Leur environnement n'est pas le chaos, mais un système organisé basé sur la stratégie, l'expérience et l'apprentissage transmis de génération en génération. Alors que le soleil polaire se lève à peine à l'horizon, ils continuent à vaquer à leurs occupations, parfaitement adaptées à la glace et aux profondeurs de la mer. Bien au-dessus de ce même océan, où les vagues roulent en mouvement perpétuel et où le vent souffle sans pitié, une autre créature défie l'immensité. Il plane avec une majesté absolue, déployant ses ailes qui dépassent les 3 mètres d'envergure. C'est l'albatros hurleur, l'éternel nomade du ciel marin, l'oiseau à la plus grande envergure de la planète, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres d'aile à aile et parcourir des distances impossibles sans à peine bouger ses ailes. Là où d'autres animaux verraient la désolation, il trouve un foyer. L'albatros ne vole pas, il flotte, il danse, il glisse sur des courants invisibles. Il peut parcourir plus de 10 000 km d'un seul coup grâce à une technique de vol appelée vol plané dynamique qui lui permet de se propulser avec une dépense d'énergie minimale sans toucher le sol, guidé par un instinct qui défie toute logique. Ses yeux scrutent la surface à la recherche de nourriture. Il n'est pas difficile. Un petit poisson, un crustacé qui remonte par erreur. Parfois, il plonge à faible profondeur. D'autres attendent simplement. La mer, tôt ou tard, offre toujours quelque chose. Cependant, dans son empressement à remplir son estomac, il peut manger tellement que ses propres ailes perdent de leur force. Il tombe alors dans l'eau, flottant lourdement, vulnérable, jusqu'à ce qu'il puisse remonter, comme s'il renaissait de l'océan. Malgré cette vie errante, l'albatros revient chez lui. Tous les 2 ans, si les vents sont favorables et que la vie le permet, il revient sur l'île où il est né.
Ils nichent sur des îles subantarctiques comme la Géorgie du Sud et les îles Crozet en colonies pouvant compter plus d'1 millier d'individus. Ces îles isolées, où la mousse recouvre à peine le sol et où l'air sent le sel, sont le théâtre de leur plus grande rencontre, celle de l'amour. La parade nuptiale est une cérémonie mêlant solennité et maladresse. Le mâle déploie ses ailes, s'incline, secoue la tête, cogne son bec contre celui de la femelle et émet des sons étranges, brères, rugissements étouffés, murmures gutturaux. Ce rituel peut durer des heures et parfois plusieurs années avant qu'un lien stable ne se forme. Si elle répond, le lien est scellé, et il le sera pour toujours. Un albatros ne s'accouple qu'une seule fois dans sa vie. Cette fidélité absolue peut durer plus de 50 ans, ce qui en fait l'un des exemples les plus durables de fidélité animale. Une fois le couple formé, ils construisent un nid simple, boue, branches sèches et un peu de végétation si possible. La femelle y pond un seul œuf. Il n'y en aura pas d'autre avant 2 ans si le veau survit. Les 2 parents se relaient pour couver les œufs, endurant la pluie, le froid et le lent passage du temps. Plus de 60 jours s'écoulent sans se séparer. Et puis, un craquement, un tremblement. La coquille se brise. Un nouvel espoir naît. Le poussin est faible, à peine une boule de plume. Son corps est fragile, tremblant, plus proche d'un souffle de vie que d'un futur oiseau. Mais dans ce nid solitaire, perdu sur une île lointaine où le vent ne souffle pas et la mer bat sans relâche, se produit un miracle qui se répète depuis des millénaires. Les parents de l'albatros le nourrissent d'une substance précieuse. Ce n'est pas une simple bouchée, mais un élixir vital. Régurgitée du plus profond de leur estomac, l'huile qu'ils délivrent est épaisse, chaude et débordante d'énergie. C'est un concentré d'espoir, jusqu'à 9000 kilocalories par litre, conçu par l'évolution pour résister aux épreuves du Grand Sud. Chaque goutte tombe directement dans le petit bec, ouvert comme une promesse. Et à chaque goutte, le poussin grandit. Pas immédiatement, mais progressivement. Jour après jour, la faible boule de plume commence à s'arrondir, à se tenir sur ses pattes maladroites. Son regard devient plus alerte, plus avide de découvrir le monde. L'huile gastrique nourrit non seulement son corps, mais réveille aussi son instinct d'attente et de combat. Au fil du temps, les parents ne sont plus aussi présents. Les visites deviennent plus espacées, sporadiques et imprévisibles. Ils disparaissent pendant des jours, parfois plus d'1 semaine. Le petit garçon est seul, fixant l'horizon qu'il comprend à peine. Mais ses parents sont là, parcourant des distances impossibles, plus de 1000 kilomètres au-dessus de l'océan, à la recherche de poissons et de calmars. Il n'y a aucune garantie de succès. Pas de repos non plus. Un seul devoir, revenir avec de la nourriture. Pendant ce temps, dans le nid, le poussin apprend à vivre avec l'absence. Il endure le froid qui s'insinue partout, le vent qui semble se moquer de son immobilité, la pluie qui trempe ses plumes encore immatures. Mais surtout, il apprend à vivre dans l'attente, la longue, silencieuse et cruelle attente. Et un jour, sans entraînement préalable, sans répétition, il sautera dans le vide. Ses ailes, développées en secret, en silence, s'ouvriront, et le ciel sera à lui. Ce sera son premier vol. Il n'y en aura pas de second immédiatement, car après ce saut, il sera parti. Pendant des années, il ne reviendra pas sur l'île qu'il a vue naître. Il deviendra un voyageur, un habitant du vent. Mais pour que ce jour arrive, vous devez d'abord survivre, car la solitude du nid n'est pas toujours paisible. Sur ces îles battues par les tempêtes, habitées par la persévérance, le danger prend de multiples formes. La mer est cruelle, tout comme le ciel. Mais des menaces avancent sur terre, furtives et opportunistes. Sous un ciel plombé qui semble s'effondrer sur les rochers, un labe apparaît à la colonie. Son vol est tendu, réfléchi. Ses ailes sombres fendent l'air avec précision, comme pour mesurer chaque rafale. Je ne cherche pas à m'accoupler. Je ne cherche pas d'abri. Juste de la nourriture, facile, dangereux, seul. Le poussin, toujours dans son nid, ignore qu'il est observé. Ses yeux, encore naïfs, ne comprennent pas les chasseurs. Tout ce qu'il connaît, c'est la faim qui brûle dans son estomac vide et le faible espoir d'une ombre amicale revenant de la mer. Mais le labe le sait et s'approche. Il tourne en rond, se perche à proximité, puis marche entre les nids comme quelqu'un qui teste un terrain familier. Il s'approche, recule, observe. C'est un voleur expérimenté.
Ce n'est pas la première fois. La colonie a déjà vu des jeunes tomber entre ses griffes. Mais il a aussi appris. Soudain, un cri strident retentit comme le tonnerre. Il ne vient pas du poussin, mais d'un adulte encore à proximité. C'est un vieil albatros, au regard dur. Il déploie furieusement ses ailes, s'imposant tel un gardien silencieux. Le cri se propage. D'autres adultes le reprennent. L'air s'emplit d'appels secs et tendus, comme si l'île elle-même hurlait. Le lab hésite. Il n'est ni lâche, ni téméraire. Il recule de quelques pas. Son regard va d'un nid à l'autre, calculateur. Puis il bondit, s'envole et s'envole. Il n'a pas abandonné. Il attend juste une nouvelle chance, mais tous les dangers ne se présentent pas sous la forme d'une plume ou de griffes. Parfois, la menace ne marche ni ne vole, mais tombe d'en haut, dévastant tout. Quelques heures plus tard, le ciel s'assombrit encore davantage. Les nuages deviennent denses, bas et lourds. Une tempête progresse sans relâche. Le vent siffle comme une lame. La pluie ne tombe pas, elle martèle. En rafales furieuses et horizontales, le nid tremble menaçant de s'effondrer. Le poussin se recroqueville, s'accrochant à la boue, à la vie, avec ses griffes. Ses plumes se mouillent, sa chaleur s'échappe. Il n'y a pas d'abri, pas de mère, pas de père. Juste lui, son petit corps exposé et l'instinct primaire qui lui demande de survivre envers et contre tout. Pendant des heures, le monde s'effondre. Le vent hurle comme si l'île elle-même allait se fendre en deux. De nombreux nids sont perdus. Certains jeunes sont emportés par l'eau ou meurent de froid. Mais il survit. Grâce à l'emplacement de son nid, à sa forme arrondie qui retient la chaleur, et peut-être, juste peut-être, à un petit coup de chance. Lorsque la tempête se retire enfin, elle le fait à contre-cœur. Le ciel s'ouvre timidement. Une lumière grisâtre, presque compatissante, filtre à travers les nuages fragmentés. Le silence qui suit est dense, comme un soupir collectif de la colonie. Et puis, au loin, quelque chose bouge. Une silhouette traverse l'horizon. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas une menace. C'est l'un de ses parents. L'albatros revient. Il vole basse, effleurant la mer, ailes déployées. Son vol est rapide, régulier, droit vers le nid. Son estomac est plein. Il a traversé les mers, esquivé les tempêtes, lutté pour la nourriture, et il la lui apporte. Pas seulement de la nourriture physique, mais aussi émotionnelle. Cela prouve que l'abandon n'était qu'apparent. Cette distance n'était pas un oubli. Cet amour, sous cette forme, est un acte de résistance. Il atterrit doucement près du nid. Le poussin, trempé et frissonnant, lève le bec, et la goutte tant attendue tombe, dense, chaude, pleine de vie. Ce jour-là, le petit oiseau a survécu à la faim, aux prédateurs et aux tempêtes. Il l'ignore, mais il a franchi une nouvelle étape vers son envol. Il a appris que vivre dans le sud signifie affronter l'abîme la tête haute, que le vent peut punir mais aussi annoncer un retour. Il a compris, avec son corps et son attente, que tous les dangers n'ont pas d'aile et que toutes les ombres ne signifient pas la mort. Parfois, l'ombre qui approche est celle du père qui revient. Et avec elle, tombe une goutte d'huile qui non seulement nourrit, mais réconforte aussi. Telle est la vie de l'albatros voyageur, tissée de longues absences, de retours discrets, de tempêtes incessantes et de gestes presque invisibles. Chaque jour est un défi, chaque nid, une promesse renouvelée. Car dans ce coin reculé de la planète, l'endurance est une forme d'amour, et aimer, une façon d'attendre. Là où la glace se brise avec un craquement sourd et où le vent hurle sans relâche, l'orque et l'albatros poursuivent leur course, l'un sous la mer, l'autre au-dessus des nuages. Et entre les deux, l'océan austral, vaste, impitoyable, magnifique. Le décor idéal pour deux royaumes opposés, unis par le même bleu infini. Mais ils ne sont pas les seuls habitants majestueux de ce bout du monde, où la vie défie l'impossible pour persister. Dans un coin reculé de l'océan subantarctique, où la neige ne disparaît jamais complètement, l'une des formes de vie les plus fascinantes du monde naturel prospère. Là où la terre se confond avec la mer et où le froid pénètre jusqu'aux os, l'océan recèle des secrets que seuls les plus résilients osent affronter. Et parmi eux se distingue une silhouette élégante, vêtue de noir et de blanc, dont l'allure semble tout droit sortie d'un défilé, le manchot royal. La deuxième plus grande espèce de manchot de la planète. Sous la surface, cet oiseau marin se transforme. Ce qui paraît maladroit et chancelant sur terre se transforme sous l'eau en un nageur impeccable, agile et rapide.
Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 10 km/h, utilisant ses ailes comme des nageoires. À chaque coup de nageoire, il fend l'eau avec grâce, parfaitement adapté à un environnement qui, bien que glacé, semble fait pour lui. Le froid ne l'intimide pas. Au contraire, l'eau glacée l'accueille comme une vieille amie. Sous sa peau, une épaisse couche de graisse et une fourrure huilée retiennent la chaleur qui le maintient en vie dans ces eaux qui gèleraient presque n'importe quelle créature. Il descend sans hâte, dans une danse silencieuse et fluide qui le mène à plus de 100 mètres de profondeur. Là, où la lumière du soleil filtre à peine à travers l'obscurité bleue, sa quête commence. Parmi les bancs de poissons argentés qui se déplacent comme des miroirs vivants, le pingouin choisit sa proie avec la précision d'un expert. Il glisse habilement, zigzagant rapidement pour dérouter ses cibles, profitant de chaque courant et de chaque ombre. Un groupe de sardines tente de se sauver en s'enfonçant dans un nuage confus. Mais cette stratégie n'est pas suffisante. D'un mouvement brusque, le manchot projette son corps en avant et attrape l'une des proies entre son bec courbé, aussi pointu qu'un outil de précision. À l'intérieur, de petites épines cornées, tournées vers l'intérieur, empêchent la proie de s'échapper tandis que l'oiseau la prépare avant de l'avaler. Bien qu'il s'agisse essentiellement d'un oiseau, son anatomie défie toute attente. Ses pattes sont repliées vers l'arrière, ses ailes sont transformées en nageoires rigides et son corps est conçu pour l'eau, ce qui le contraint à adopter une posture inconfortable sur terre et une dextérité impeccable sous la surface. Il conserve l'esprit d'un oiseau, attentif, vif, instinctif, mais évolue dans un environnement qui exige une logique différente. Et bien que sa structure dépasse les limites de sa conception originale, il a trouvé dans ses eaux son cadre idéal. Mais le succès ne signifie pas la sécurité. Dans les profondeurs, là où la lumière laisse à peine entrevoir sa présence, une ombre se glisse furtivement. Le léopard de mer, prédateur patient, a suivi les moindres mouvements du manchot. Dans l'ombre, il évalue la distance, reconnaît le rythme de sa nage et attend le moment où sa proie s'égare, confiante en son agilité. Pour elle, la glace n'est pas un obstacle, ni le froid un inconfort. Ce royaume d'eau glacée est son territoire. Le manchot, toujours concentré sur sa chasse, perçoit le changement. Ce n'est ni une image, ni un son, mais une vibration dans la colonne d'eau, une altération minime du rythme naturel de l'environnement. Instinctivement, il se retourne et projette une salve de bulles, aveuglant momentanément son poursuivant. Le léopard de mer réagit tardivement. L'oiseau s'éloigne déjà à toute vitesse, s'élevant vers la lumière. Avec ses battements d'ailes rapides et son corps qui se rétrécit à chaque mouvement, il prend de l'élan dans la colonne d'eau. Près de la surface, il replie ses nageoires et étire son cou. Il s'élance comme une flèche, perçant la couche liquide et atterrissant d'un bond sur une banquise voisine. Là, hors de portée immédiate, il secoue les gouttes encore accrochées à son plumage et reprend son souffle. Le chasseur reste derrière, se fondant à nouveau dans l'obscurité, attendant une autre opportunité. Dans ces eaux glacées, la vie ne s'arrête jamais et chaque créature doit trouver sa subsistance là où elle le peut. Leur régime alimentaire, bien que varié, se compose de petits poissons, de calmars, qui se camouflent dans l'obscurité marine, et de minuscules crustacés qui flottent comme des particules vivantes. Mais ce qui est vraiment impressionnant, ce n'est pas seulement leur capacité de chasse, mais la précision avec laquelle leur corps a évolué pour survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Sa forme aérodynamique réduit la résistance à l'eau. Sa structure compacte et robuste assure sa résistance sans compromettre la vitesse. Mais leur véritable secret réside dans leur plumage. Chaque plume est conçue pour repousser l'eau et emprisonner l'air, créant une couche isolante qui retient la chaleur corporelle, même dans des eaux proches du point de congélation. Ils ont un pelage dense de plus de 70 plumes par centimètre carré. Il peut rester jusqu'à 10 minutes dans les profondeurs avant d'émerger. Il le fait avec grâce, sans éclabousser, brisant la surface de l'océan aussi discrètement qu'il l'a fait en s'immergeant. Durant cette période sous l'eau, il se déplace avec précision à travers les courants glacés, évitant les prédateurs et recherchant constamment les bancs de poissons qui assurent sa survie. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Chaque plongée représente un pari risqué, mais nécessaire. Le butin de la journée pris dans son bec, le manchot regagne la terre ferme. Ses mouvements sont rapides, comme si le temps jouait toujours contre lui.
L'énergie qu'il dépense à chaque plongée n'a qu'un seul but, nourrir ses petits qui attendent parmi la multitude de poussins de la colonie. Une fois sur Terre, il marche avec difficulté parmi les rochers et la glace, entouré de milliers d'autres spécimens répétant la même routine. Le vent souffle sans relâche et le froid glace jusqu'aux os, mais la détermination du manchot adulte reste intacte. Il a appris à endurer. Elle retrouve enfin son petit, qui la reconnaît immédiatement. Avec un cri aigu, le bébé ouvre le bec, impatient, tremblant de faim. Sans attendre, l'adulte lui régurgite la nourriture, un mélange riche en nutriments, directement dans la bouche. C'est un acte rapide, instinctif, mais vital. Cette partie représente l'effort total d'une journée, tous les risques encourus dans les profondeurs. Le bébé avale avec impatience, comme s'il savait que c'était peut-être son dernier repas de la journée. Dès qu'il a fini, il frappe la poitrine de son parent avec son petit bec, exigeant davantage, espérant qu'il y a autre chose de caché, une dernière morsure qui lui permettra de tenir un peu plus longtemps. Autour d'eux, d'autres jeunes animaux font de même. Certains sont plus forts, plus grands, et parviennent à dominer les plus petits, leur arrachant leur position ou leur nourriture à l'arrivée des adultes. Il n'y a pas de pitié, ni de temps pour la faiblesse. Dans ces terres extrêmes, où la glace domine le paysage et où la nourriture se fait rare, la survie n'est pas un droit, mais un privilège gagné au jour le jour. Pendant ce temps, les adultes se préparent pour la prochaine plongée, car le cycle ne s'arrête jamais. Toute la colonie évolue dans un rythme parfaitement synchronisé entre mer et terre, entre chasse et élevage, entre effort et espoir. Chaque bouchée peut faire la différence entre vivre ou mourir dans cet environnement hostile. Lorsqu'ils ne chassent pas, les manchots royaux forment de véritables cités vivantes. Ils se rassemblent dans de vastes zones côtières où le blanc de la neige est interrompu par des milliers, voire des centaines de milliers de corps alignés, ordonnés, d'apparence chaotique mais profondément synchronisée. Ils ne sont jamais seuls. Les plus grandes colonies peuvent compter plus de 200 000 individus. La vie des manchots royaux est centrée sur la communauté. Là, parmi les leurs, chaque mouvement a un but. Dans le froid glacial, ils se serrent les uns contre les autres pour trouver refuge et chaleur, et la foule devient un bouclier et un abri contre l'immensité glacée. Lorsque les parents partent en quête de nourriture, les poussins sont exposés, mais dans cette mer de voix à peine perceptible, ils reconnaissent les leurs à un ton unique, un signal qui brise la confusion. Ce lien presque invisible maintient la vie dans la foule. Ils marchent avec cette démarche particulière qui paraît maladroite, mais qui recèle une volonté de faire. Ils se traînent dans le gel, avancent sur la neige durcie et glissent parfois sur la glace, comme si le jeu faisait partie de leur nature. Mais même dans ce divertissement apparent, il y a un objectif. Chaque année, entre septembre et novembre, leur corps ressent l'appel du changement. C'est la saison de la mue. Les vieilles plumes tombent, laissant place à un nouveau plumage brillant et dense, indispensable pour affronter les eaux glacées. Durant cette période de 3 semaines, ils perdent environ 30% de leur poids, ce qui les empêche de s'immerger. Ils ne sont pas imperméables. Ils restent au sol, vulnérables, en attente. Mais ce n'est pas seulement un changement physique, c'est aussi le début de la cour. C'est alors que s'éveille l'impulsion la plus profonde, le besoin de perpétuer l'espèce. Ils choisissent un partenaire une seule fois par saison et il n'y a pas de place pour l'erreur. Les liens se tissent à travers des gestes subtils, des révérences et des vocalisations douces qui semblent faire partie d'un rituel ancien. Ils se reconnaissent entre milliers par leur son, leur posture et une danse que seuls comprennent. Ce langage intime est la base qui soutient la coordination nécessaire pour affronter ensemble les rigueurs du cycle reproductif. Après l'accouplement, les 2 partenaires retournent brièvement en mer pour se nourrir et reprendre des forces. La suite exige un dévouement total. La femelle pond un seul œuf, blanc, arrondi, pesant environ 300 grammes. Fragile comme du verre, il se tient debout sur ses pattes, protégé par une poche d'incubation munie d'un pli abdominal. Mais elle n'est pas seule. Le mâle est là, prêt à partager la tâche. Ils alternent avec une précision mathématique. Tandis que l'une part à la chasse, l'autre reste immobile, l'œuf soigneusement maintenu entre ses pattes, protégé de la glace par la chaleur de son corps. Des jours, des semaines peuvent passer sans une seule bouchée. Leur seul but est de protéger la vie à naître.
Environ 60 jours plus tard, un léger bruit brise le silence. Une nouvelle promesse est née. Le poussin, couvert de duvet gris, est sans défense. Il mesure à peine 10 cm à la naissance et pèse moins de 300 grammes. Il vient d'arriver au monde sans encore comprendre ce que signifie le froid glacial du vent, ni le vide brutal laissé par la faim. Il ne peut s'en empêcher. Ses yeux, à peine ouverts, recherchent instinctivement la chaleur et la protection de ses parents, qui deviennent son seul refuge face à cet environnement hostile. Les adultes, avec un dévouement silencieux, se relaient pour le nourrir. Ils régurgitent du poisson soigneusement conservé, déposant chaque morceau dans leur petit bec. Jour après jour, semaine après semaine, ils le nourrissent avec persévérance. Ils l'abritent sous leur corps, l'enveloppant de leurs épaisses plumes, devenant ainsi un bouclier contre les rafales de vent glacial et les tempêtes de neige. L'environnement qui les entoure est l'un des plus extrêmes de la planète. Les températures peuvent descendre en dessous de moins 30 degrés Celsius, tandis que les rafales de vent dépassent les 100 km/h. La surface gelée craque sous le poids de la glace et la faible lumière éclaire à peine l'immensité du paysage blanc. Dans ces conditions, la protection offerte par des plumes denses et la proximité des animaux est essentielle pour éviter l'hypothermie et assurer leur survie. C'est dans cet abri que le poussin passe ses premières semaines, enveloppé dans la chaleur et l'ombre constante des seins de ses parents. Pendant plus d'un mois, les poussins passent leur vie dans ces minuscules bulles de sécurité. Ils ne connaissent que cette bulle limitée, isolée du monde glacé qui les entoure. Mais le cycle de la nature ne s'arrête jamais. Un jour, vient le moment où le bébé doit quitter la protection absolue du nid et faire ses premiers pas vers l'indépendance. Bien qu'encore fragile, il rejoint d'autres comme lui dans une crèche de fortune dans la neige. Là, les jeunes se rassemblent pour se réchauffer mutuellement, tandis que les adultes se relaient pour surveiller et nourrir. Cependant, la menace vient du ciel. Une rafale de vent glacial balaie la plaine blanche, soulevant des flocons et révélant la vulnérabilité des petits. Le lab survole la colonie, se déplaçant avec le calme calculé d'un oiseau toujours affamé. Ses yeux perçants et alertes se posent bientôt sur un poussin qui s'est éloigné de quelques pas du groupe. C'est tout ce dont tu as besoin. Sans perdre une seconde, il plonge, ses ailes fendant l'air avec la précision d'un prédateur né. Le danger est imminent. Mais l'instinct protecteur du manchot adulte est plus vif. Avec une détermination farouche, il se dresse entre le poussin et le prédateur. Il déploie ses ailes en signe d'avertissement, froisse son corps et pousse un cri qui perce l'air glacial. Le lab, surpris par cette défense soudaine, hésite un instant puis s'envole, frustré, disparaissant dans la brume. La menace se dissipe, mais le message reste clair. En Antarctique, où la vie est confrontée à des conditions extrêmes, la survie dépend non seulement de la force physique, mais aussi du lien indéfectible entre parents et enfants. Ce qui semble au premier abord une existence fragile et exposée est soutenu par une volonté puissante qui n'hésite pas à affronter le danger pour se protéger. Ainsi, la vulnérabilité du poussin est compensée par le courage inébranlable de ses parents. Mais à d'autres moments, un manque de nourriture ou une courte séparation peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Un jeune poussin, encore faible et sans la protection constante de ses parents, s'éloigne sans but du groupe. La menace ne tarde pas à apparaître. Au loin, un renard polaire, l'un des animaux les plus rusés de la nature, se déplace prudemment dans l'ombre de la glace et de la neige. Ses pas silencieux et mesurés laissent à peine une trace sur la couche froide du sol. Il observe attentivement, guettant le moindre signe de vulnérabilité. Le poussin, inconscient du danger, avance maladroitement parmi d'autres de sa taille, son duvet gris se confondant avec la blancheur du paysage. Le blizzard s'intensifie et les flocons de neige tombent drus, réduisant la visibilité et rendant l'orientation difficile. Le renard attend, immobile, profitant du camouflage offert par son environnement, s'approchant petit à petit, mesurant la distance. Chaque mouvement est calculé, patient, tandis que le vent souffle la neige entre eux. Finalement, alors que le poussin s'arrête un instant pour émettre un cri qui se perd dans le rugissement du vent, le renard s'élance à toute vitesse, ses pattes brisant le silence de la scène. Le poussin a à peine le temps de réagir. En un instant, le renard l'attrape et le silence règne à nouveau.
La pépinière perd l'un de ses membres, une absence qui passe inaperçue au milieu de la tourmente, mais qui fait partie de la dure réalité de ce paysage impitoyable. La vie continue parmi la foule, le cycle continue son cours et la colonie reste protégée par la vigilance constante de ses adultes. Les pouponnières sont de véritables amas de duvet et de cris. Au milieu de ce tourbillon de becs, de pattes maladroites et de corps couverts d'un épais manteau de plumes grises, chaque poussin semble perdu dans un océan de ses congénères. Mais au sein de ce chaos apparent règne un ordre caché et étonnant. Chaque petit possède un cri unique, un cri distinctif qu'il émet dès ses premiers jours de vie. Grâce à ce son, les poussins peuvent être reconnus par leurs parents et également s'identifier entre eux. Lorsqu'un poussin se perd, sa voix devient plus forte, plus aiguë et pleine d'urgence. Ce cri caractéristique résonne dans la foule comme un signal de détresse. Parfois, les retrouvailles avec son parent se font en quelques minutes seulement, guidées uniquement par l'ouïe. D'autres fois, elles prennent des jours, durant lesquels le poussin doit endurer la faim, le froid et la solitude. Certains ne survivent pas, mais étonnamment, on observe aussi des gestes de compassion. Un manchot adulte ayant perdu son propre poussin peut, en de rares occasions, nourrir un autre orphelin. Ce n'est pas courant, mais quand cela arrive, cela fait la différence entre la vie et la mort. Ces groupes, appelés crèches, servent non seulement à garder les poussins ensemble pendant leur croissance, mais sont également essentiels à leur survie. Blottis les uns contre les autres, les petits se protègent du vent glacial et des prédateurs potentiels, toujours à l'affût des erreurs et des négligences. Certains adultes restent sur Terre pour surveiller les poissons, attentifs à toute menace, tandis que d'autres s'aventurent dans l'océan pour chercher de la nourriture. Il s'agit d'un système de rotation qui garantit une certaine stabilité dans un environnement aussi hostile que l'Antarctique. Durant ces mois, les poussins ne se contentent pas de s'abriter, ils apprennent aussi. Ils observent les mouvements des adultes, imitent leur posture et répètent leurs propres pas. Les manchots royaux grandissent particulièrement lentement. Contrairement à d'autres espèces, qui sont capables de se débrouiller seuls en quelques semaines, ces poussins mettent plus d'1 an à atteindre leur pleine indépendance. Ce n'est qu'une fois ce long cycle écoulé que leur plumage commence à changer, que leur corps acquiert la force nécessaire et que leurs instincts deviennent plus aiguisés. C'est seulement à ce moment-là qu'ils sont vraiment prêts à affronter le monde. Lorsque le moment arrive, ils répondent à une impulsion naturelle. Ils s'arrêtent un instant, regardent vers l'horizon et commencent à se diriger vers l'eau. La mer, vaste et inconnue, les attend. Quand ils sont enfin prêts, la mer les appelle. Ils partent. Ils ne reviendront pas avant des années. Mais ils ne sont pas seuls sous ces latitudes glaciales. Dans ces mêmes eaux glaciales du sud, où la glace règne en maître et où le vent souffle comme des lames invisibles, une autre créature plane, le phoque léopard. Son corps tacheté se fond dans les reflets de la mer Antarctique. Il mesure jusqu'à 3,5 mètres et peut peser jusqu'à 600 kilos. Sa vie est différente, marquée par le secret et l'autonomie. Le léopard de mer est un chasseur par excellence. Ses sens commencent sa journée en alerte, prêts à répondre à la faim qui guide ses pas. Il préfère la solitude. Il ne recherche pas la compagnie et ne forme pas de meute. Dans un environnement où la nourriture est rare et où chaque rencontre peut être synonyme de compétition, la distance devient un avantage. Contrairement aux phoques communs, plus grégaires et maladroits dans leurs mouvements, le phoque léopard est un chasseur raffiné, plus agile et plus violent. Sa routine repose sur la patience et la stratégie. Il se déplace avec une rapidité surprenante, capable de surgir des profondeurs avec une violence soudaine pour surprendre sa proie. Il se cache près des banquises, où les pingouins sautent dans l'eau, ignorant ce qui les attend. Sous la surface glacée, une ombre glisse furtivement, presque imperceptiblement. Son regard, froid et calculateur, ne manque aucun détail de ce qui se passe à la surface. Il n'est pas pressé. Il sait attendre. Un groupe de manchots se rassemble sur le rivage. Ils hésitent quelques secondes, fixent l'eau, puis plongent avec enthousiasme. L'un d'eux, plus jeune et inexpérimenté, hésite. Il reste en arrière, essayant de rassembler son courage pour suivre les autres. Ce bref moment de doute s'avère être sa propre chute. Saisissant son opportunité, le léopard de mer se lance comme un projectile depuis les profondeurs. Il fend l'eau à une vitesse terrifiante.
D'un seul mouvement, il attrape le pingouin par la patte et le secoue avec une force brutale avant de plonger à nouveau, emmenant sa proie dans les profondeurs. Tout se passe en quelques minutes et la mer redevient calme, comme si de rien n'était. Chacune de ses attaques est précise. Sa mâchoire est un outil polyvalent. Elle peut filtrer le krill et le poisson avec des mouvements fins et rythmés, ou déchirer la chair d'un oiseau de mer ou d'un bébé phoque sans hésitation. Mais au-delà de sa force, ce qui le distingue, c'est son adaptabilité. Il peut adapter sa technique à la proie, modifiant son comportement avec une souplesse que l'on ne retrouve pas chez la plupart de ses proches parents. Là où d'autres phoques persistent dans la même stratégie, le léopard de mer observe, teste, modifie. Il n'y a pas de routine fixe. Dans un environnement où la stabilité n'est qu'une illusion, seuls ceux qui savent s'adapter et anticiper l'imprévisible survivent, comprenant que le succès dépend davantage de la flexibilité que de la persévérance. Le léopard de mer peut rester immobile sous l'eau pendant des heures, caché sous des blocs de glace, attendant qu'un courant amène sa proie. Puis, il émerge rapidement, change de direction pour intercepter un groupe de pingouins se déplaçant à proximité, ajustant sa stratégie en fonction du mouvement de l'environnement. Le léopard de mer guette sous la glace, tandis que sur le rivage voisin, un bébé joue sans souci. Il se roule dans la neige, s'immerge quelques secondes, puis remonte, sans s'apercevoir que le courant a emporté sa mère quelques mètres plus loin. Parmi les formations de glace, le phoque léopard a repéré une opportunité. Bougez votre corps avec des mouvements contrôlés et fluides, en évitant toute brusquerie qui pourrait perturber la surface. Sans générer une seule vague, il commence à s'approcher, lentement et furtivement. Lorsqu'il est suffisamment proche, il se lance. Un seul mouvement suffit. Le veau pousse un cri aigu, étouffé par l'eau glacée. La mer tourne la tête et court désespérément, mais il est trop tard. La surface est calme, la trace a disparu. Seul subsiste un son profond et guttural, émis par la mer qui hume l'eau. Une complainte qui s'estompe parmi les masses de glace. La scène se dissout dans la monotonie du paysage gelé, comme si l'instant n'avait jamais existé. Mais sous ce calme apparent, le prédateur poursuit sa traque. Chaque attaque repose sur une anatomie conçue pour tuer. Les dents dentelées du léopard de mer constituent son principal outil de chasse. Il est adapté à la fois à la succion et au déchirement, une évolution parfaite pour un véritable prédateur des glaces. Les plus jeunes commencent à chasser de petites proies, des poissons et du krill, apprenant à reconnaître les courants et à naviguer parmi la banquise sans trahir leur présence. À chaque prise, ils affinent leurs mouvements, mesurent les distances et découvrent quelles erreurs leur coûtent inutilement de l'énergie. À mesure qu'ils gagnent en confiance, leur choix évolue. Ils commencent à rôder autour des crevasses profondes où les petits céphalopodes se retrouvent souvent piégés ou à suivre de près les autres phoques lors de leur plongée, profitant de la confusion d'un banc dispersé par la poursuite d'un prédateur plus gros. Ils ne se contentent plus de proies faciles. L'expérience leur permet de calculer les risques et d'évaluer les opportunités, ce qui les conduit à tenter des attaques plus audacieuses, même dans les eaux troubles ou les zones étroites, sous les calottes glaciaires, où la moindre erreur peut signifier un piège. Ce changement dans leur comportement n'est pas seulement une question d'apprentissage individuel, mais le reflet d'une évolution qui leur a donné une grande adaptabilité et une intelligence pratique qui se traduit par des stratégies de chasse flexibles et efficaces, nécessaires à la survie dans un environnement aussi impitoyable. La mer est son terrain de chasse et elle est l'ombre qui se cache sous la surface. La glace sert également de refuge. Pendant la saison de reproduction, pendant les mois les plus chauds, les cris d'accouplement résonnent sur la glace. Les cris profonds et mélodieux parcourent de longues distances. Ces sons inhabituellement mélodieux peuvent atteindre jusqu'à 10 km sous l'eau. La rencontre entre un homme et une femme n'est ni romantique ni durable. Elle est brève, mais efficace. La femelle reste alors seule, responsable de la nouvelle vie. Il creuse avec ténacité dans la glace compacte pour construire un terrier sûr. Le vent souffle fort dans l'immensité blanche, mais elle travaille sans relâche. Chaque mouvement de ses nageoires est précis, instinctif, vital. Il sait que dans ce coin glacé, il doit offrir refuge à la nouvelle vie qui arrive. Quelques jours plus tard, un léger bruit brise le silence du terrier. Le petit est en train de naître. Avec effort, elle brise le sac qui l'entoure, glisse sur la glace à l'intérieur et émet son premier cri. Son corps encore humide tremble, mais la mère, épuisée et attentive,
la lèche tendrement. Il l'entoure de son corps de plus de 300 kilos, l'utilisant comme bouclier contre le vent polaire. Il ne bouge pas pendant des heures, s'assurant que je respire, que je reste au chaud, que je vis. Au début, il est petit et sans défense, mais il se montre rapidement vorace. Il se nourrit du lait maternel dense et riche en calories, un lait si riche en matières grasses qu'il double de volume en seulement 3 mois. Sa mère le quitte rarement. Elle veille sur lui avec fermeté, le protège sans relâche et le nourrit avec dévouement. Au fil des jours, la curiosité du petit grandit. Il fait ses premiers pas vers le rivage glacé. La mère le guide par des sons graves, le poussant doucement du museau. La jeune fille hésite, s'arrête, mais ose enfin. Il s'immerge quelques secondes dans les eaux glacées et revient frissonnant. Chaque plongée est un test, une leçon cruciale pour la survie. Elle apprend à flotter, à se déplacer avec agilité sous l'eau, à détecter le moindre mouvement à distance. Elle s'entraîne pour devenir une chasseuse, une future reine des profondeurs de l'Antarctique. Cependant, même l'un des principaux prédateurs de cet écosystème n'est pas à l'abri des menaces. Il existe un ennemi qui l'égale, voire le surpasse, l'orque. Dans un étroit chenal entre d'épais blocs de glace, un groupe d'orques avance silencieusement. L'une d'elles détecte un mouvement sur une plateforme. Un léopard de mer a été repéré. Avec une charge puissante, l'orque brise la glace. Le phoque tombe à l'eau et une course-poursuite effrénée s'engage. Il nage en rond, plonge et se cache entre les rochers. Pendant quelques minutes, la glace devient le théâtre d'un jeu mortel. Mais cette fois, le phoque parvient à se faufiler dans une étroite crevasse. De loin, son petit a tout vu. Elle a appris une leçon essentielle. Même le plus fort doit savoir reculer. Alors que l'océan s'agite sous la chasse et la fuite de ces géants, la surface gelée apparaît, à première vue, comme un désert désolé et mort. Cependant, sous cette apparence de vide, il existe un monde minuscule, peuplé de créatures qui défient les limites du froid et de la sécheresse. Les colamboles, de minuscules insectes sans ailes, ne mesurent qu'une fraction de millimètre, mais comptent parmi les organismes terrestres les plus robustes de l'Antarctique. Ils peuvent supporter des températures qui descendent en dessous de moins 40 degrés Celsius, entrant même dans un état de gel qui peut durer des mois sans que leur métabolisme ne s'arrête complètement. Durant les longues périodes hivernales, ils restent dormants dans la glace ou enfouis sous des couches de neige, protégés du vent et des radiations, survivant avec des réserves minimales et ralentissant leur activité au strict minimum. Lorsque le soleil de l'Antarctique revient au printemps et que les températures s'adoucissent légèrement, ils commencent leur routine quotidienne. Ils se déplacent lentement entre le gel et les fissures du sol gelé, se nourrissant de matière organique en décomposition, de mousse, de lichen et d'algues microscopiques qui émergent avec le dégel. Ces minuscules insectes jouent un rôle fondamental. Ils transforment la matière morte en nutriments disponibles, facilitant l'existence d'autres formes de vie qui dépendent du substrat qu'ils préparent. Sans eux, le sol de l'Antarctique serait un terrain aride et inhospitalier. Dans ce climat extrême, les colimboles restent inébranlables, adaptés depuis des millions d'années à un environnement que peu d'entre eux peuvent supporter. Leur résilience unique leur permet d'occuper une niche presque dépourvue de concurrence, tandis que le climat rigoureux agit comme une barrière naturelle qui les protège des prédateurs et des concurrents, leur accordant une domination exclusive sur l'écosystème gelé. Ainsi, ce qui semble être un scénario impossible pour la vie est en réalité un refuge sûr pour ces survivants microscopiques qui ont fait de l'Antarctique leur foyer le plus ancien et le plus stable. Le calme du fond de l'Antarctique semble absolu, mais sous la surface gelée de l'océan, la vie se déroule à un rythme différent, marqué par la minuscule existence du krill antarctique. Ce minuscule crustacé, pas plus gros qu'un doigt, a adapté son corps aux conditions extrêmes d'une mer perpétuellement froide, où les températures peuvent descendre en dessous de zéro et où la glace domine une grande partie de l'année. Son exosquelette translucide, renforcé par des composés spéciaux, résiste à la pression des eaux profondes et à la brutalité de l'hiver. Avec ses pattes couvertes de poils fins, il filtre inlassablement le phytoplancton flottant dans les courants, sa principale source de nourriture. Il est calme dans ses mouvements. Chaque coup est calibré pour conserver l'énergie dans un environnement où la nourriture peut être rare.
Le cycle de vie du krill est un témoignage de patience et de précision. De la ponte en profondeur, en passant par les différents stades larvaires jusqu'à la maturité, il peut s'écouler plus d'1 an. Leur reproduction est synchronisée avec les longs mois de lumière estivale, lorsque le phytoplancton se multiplie de façon spectaculaire et que l'océan devient un festin. Dans cet environnement en mutation, le krill émerge comme une espèce presque primordiale au sein de l'écosystème marin de l'Antarctique. Leurs ancêtres, apparus il y a des millions d'années dans les mers tempérées, ont été façonnés par l'avancée des glaciers et la baisse des températures. Aujourd'hui, le krill conserve des caractéristiques qui témoignent de cette histoire. Une résistance exceptionnelle au froid et la capacité d'entrer dans un état d'activité réduite qui lui permet de survivre à de longs mois de pénurie. Durant ces périodes, leur métabolisme ralentit, minimisant leurs besoins énergétiques, tandis qu'ils restent regroupés en bancs denses, puisant dans leurs réserves internes qui les soutiennent jusqu'au retour du phytoplancton qui alimente l'océan. Se déplaçant en bancs compacts, les krills bougent leur corps à l'unisson de leur père, une synchronisation qui aide à réduire les risques individuels pour les prédateurs et facilite l'efficacité de l'alimentation. Bien qu'ils ne disposent pas d'organes spécialisés pour communiquer, ils répondent aux stimuli mécaniques et chimiques présents dans l'eau, ajustant leurs mouvements dans une interaction continue qui maintient la cohésion du groupe. À première vue, leur durée de vie peut sembler minime, mais leur survie est le résultat d'une évolution méticuleuse et d'une adaptation constante, un témoignage silencieux de résilience dans le royaume gelé. Dans ces mêmes eaux, où la vie s'organise en réseaux complexes d'interaction et de survie, les goélands antarctiques trouvent nourriture et abri. Ils se déplacent avec une adaptabilité qui les distingue de leurs parents des côtes plus tempérées, se déplaçant précisément entre les courants et les blocs de glace flottants. Avec leur plumage combinant des nuances de gris et de blanc et leurs pattes adaptées à la marche sur des terrains glacés et glissants, ils semblent modelés par les rigueurs de leur environnement, préparés à un cycle de vie qui défie l'hostilité du climat qu'ils habitent. Le goéland antarctique n'est pas un visiteur occasionnel. Sa présence est permanente sur ces côtes, bien que pendant l'hiver de l'hémisphère sud, certaines populations puissent se déplacer vers des zones plus tempérées, comme les côtes de l'Amérique du Sud, en particulier le sud du Chili et de l'Argentine. Cependant, la majeure partie de leur vie se déroule autour de la péninsule antarctique et des îles voisines, un territoire qui offre une nourriture et un abri abondant parmi les rochers et les colonies d'autres oiseaux marins. Contrairement aux goélands communs, qui se nourrissent principalement de débris côtiers ou de poissons près de la surface, le goéland antarctique a adapté son régime alimentaire pour inclure une variété de petits animaux marins, notamment des crustacés comme le krill. Cette spécialisation est possible grâce à leur capacité à plonger légèrement et à capturer des proies dans les eaux froides, une compétence peu commune chez les goélands des environnements tempérés. Leur routine quotidienne est marquée par la recherche constante de nourriture, alternant avec des périodes de repos sur les falaises et les plages rocheuses. Durant l'été de l'hémisphère sud, les goélands se rassemblent en colonies où ils nichent dans des nids faits de pierres et de végétation clairsemée, s'adaptant à un calendrier de reproduction qui coïncide avec la période de plus grande disponibilité alimentaire. La femelle pond entre 2 et 3 œufs que les 2 parents couvent jalousement pendant plusieurs semaines. Les poussins, initialement couverts de duvet grisâtre, restent sous la surveillance attentive des adultes jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller seuls. Leur système de vol reflète également les exigences du climat antarctique. Leur structure musculaire et leur métabolisme leur permettent de résister aux vents violents et aux vols prolongés, caractéristiques qui ne sont pas nécessaires aux goélands de sable, plus habitués à des conditions plus clémentes. De plus, leur plumage est plus dense et plus gras, ce qui leur confère une isolation thermique et une imperméabilité à l'eau, essentielles à la survie dans un environnement où le contact constant avec la glace et la mer gelée est inévitable. Le choix de vivre dans un endroit aussi extrême n'est pas accidentel. La concurrence pour la nourriture et l'espace est moindre que dans les écosystèmes plus tempérés, et l'abondance saisonnière du krill et d'autres organismes marins assure une source de subsistance constante, bien que variable. À son tour, le goéland antarctique fait partie d'un réseau complexe de relations, où son rôle de consommateur de petits crustacés et de poissons contribue à l'équilibre de l'écosystème.
Cet oiseau s'est non seulement adapté physiquement aux rigueurs de l'Antarctique, mais a également ajusté son comportement et son cycle de vie pour tirer le meilleur parti d'un territoire qui, bien qu'inhospitalier pour beaucoup, est un foyer indéniable pour lui. Alors que les mouettes patrouillent à la côte et la glace à la recherche de nourriture, une autre figure patrouille les mêmes rivages avec détermination, le pétrel géant. Avec une taille qui défie ses origines marines, cet oiseau peut mesurer près d'1 mètre de long et étendre des ailes de plus de 2 mètres, rivalisant même avec certains albatros en taille. Au sol, sa posture est typiquement droite, capable de marcher avec détermination sur des pierres glacées, ce qui est rare chez les procellariés. Sa tête arquée et effilée, associée à un bec géant constitué de plaques cornées et terminé par un crochet pointu, lui permet de déchirer la chair avec efficacité et précision. Ce pétrel ne se limite pas à planer ou à se nourrir à la surface. Il a développé une mâchoire puissante, soutenue par les muscles de l'arrière-train, optimisée pour mordre fort et déchirer rapidement la chair, tout en étant capable de plonger pour des proies marines ou des charognes. De plus, il possède une glande à sel au-dessus de son bec, ce qui lui permet d'ingérer l'eau de mer sans danger. Charognard implacable, le pétrel géant parcourt les plages et les falaises avec une caractéristique distinctive, la posture du maître des phoques où il étend sa tête et ses ailes pour dominer sa nourriture et effrayer ses rivaux. Contrairement aux goélands antarctiques qui maintiennent un régime alimentaire varié et opportuniste, le pétrel géant a perfectionné son existence sur une logique plus rudimentaire. Sur la côte, l'air est empreint d'un silence tendu, rompu seulement par le craquement des fragments de glace et le murmure lointain de la mer. Là, les mouettes s'éloignent d'une carcasse abandonnée, tandis qu'une présence plus grande et plus confiante s'approche d'un pas ferme. Le pétrel géant descend calmement, évitant toute précipitation inutile. Il observe attentivement, déployant ses ailes avec une lenteur suffisante pour effrayer les oiseaux plus petits. En atteignant le corps, il en prend possession. D'un mouvement du cou et du bec, il déchire un morceau de chair durcie. Le bruit rauque du tissu qui cède sous leur force brise un instant le silence du paysage. Les autres oiseaux se dispersent, conscients qu'il n'y a pas de place pour la dispute. Plus qu'un simple charognard, c'est une pièce mobile qui maintient la terre propre, disperse les sources potentielles d'infection et assure la continuité du recyclage naturel, dans un système où chaque petit détail compte. Ce n'est que dans un endroit aussi extrême qu'un oiseau de sa taille peut être à la fois prédateur, charognard et nettoyeur. Ainsi, le pétrel géant domine magistralement l'air et la surface glacée, mais dans les profondeurs silencieuses et sombres de l'océan, où la lumière pénètre à peine, un chasseur au mouvement précis glisse silencieusement. Adapté à des températures approchant les 2 degrés sous zéro, cet habitant des eaux antarctiques détient des secrets qui le distinguent de ses parents des mers plus tempérées. C'est le calmar de l'Antarctique. Son corps compact, doté de tentacules courts et musclés, est adapté pour se déplacer avec précision dans un environnement où toute erreur peut être mortelle. Le sang de ces calmars contient des protéines spéciales qui empêchent la formation de cristaux de glace, permettant ainsi à leurs organes de fonctionner dans des conditions qui gèleraient presque n'importe quelle autre créature. Ils chassent seuls. Contrairement aux calmars des eaux tropicales qui chassent des bancs denses de poissons ou se rassemblent en bancs dispersés, leurs proies sont ici discrètes, dispersées et rares. Son régime alimentaire se compose de krill antarctiques, de poissons des glaces et de petits invertébrés. Il n'a pas besoin de longues poursuites. Il privilégie les embuscades rapides et silencieuses, profitant des interstices sombres entre les blocs de glace flottants. À travers ces mêmes brèches, les courants entraînent le corps d'un poisson antarctique mort. Au-dessus, des charognards habituels se rassemblent déjà. Un pétrel géant, des goélands affamés et des fragments de krill flottant autour des restes. Mais des profondeurs, une silhouette émerge. Un calmar s'approche lentement, ses tentacules déployés comme des branches fines, à peine visibles dans l'obscurité. D'un rapide coup de propulsion, il atteint la charogne et prend sa part. Il n'y a aucune difficulté. Son bec, caché parmi ses tentacules, déchire les tissus en quelques secondes. À ce moment-là, sa peau émet de faibles éclairs, modulant sa couleur et sa forme pour se fondre dans les lueurs brisées de la glace au-dessus.
C'est un moyen de défense et de chasse, confondre, camoufler, disparaître. Contrairement aux autres calmars, celui-ci ne quitte jamais ses eaux. C'est une espèce indissociable de l'écosystème antarctique, façonné par ces conditions extrêmes. Leur métabolisme s'adapte aux basses températures et leur cycle de reproduction coïncide avec les migrations saisonnières des proies et des charognards. Plus qu'une simple créature abyssale, il représente une forme de vie qui a survécu jusqu'aux limites de ce qui est possible. Silencieux, insaisissable, opportuniste et en même temps indispensable à l'équilibre délicat qui soutient ses eaux. Car même ici, là où le froid transforme la surface en un désert glacé, l'obscurité cache d'anciens chasseurs qui n'ont jamais quitté leur site. Des fragments d'une ligne de vie qui, malgré la rudesse, demeure intacte. Un cadre où la vie s'adapte à l'extrême, persistant dans un froid que peu peuvent supporter. Ici, les orques sillonnent les eaux, véritables reines de la chasse et de la ruse dans un royaume liquide implacable. Les manchots royaux, avec leur comportement élégant et leur routine marquée par la loyauté et la résilience, défient les vents glacés pour perpétuer leur espèce. Les léopards de mer, prédateurs solitaires, se déplacent entre la glace et la mer avec une précision mortelle, reflétant un équilibre complexe et délicat. Ces protagonistes, chacun à leur manière, soutiennent l'intrigue d'un écosystème qui ne s'arrête jamais, même au cœur du froid le plus absolu. Ici, la survie est une histoire qui se renouvelle à chaque vague, à chaque ombre et à chaque souffle.